l'agence.expert. Je vous invite un petit peu à vous rapprocher de votre expert comptable parce que ça peut être intéressant de faire différentes simulations de salaire pour optimiser un petit peu la paye, pour ne pas oublier de mentions obligatoires sur le contrat de travail, etc. Si je veux mettre en place dans mon contrat de travail une période d'essai, il faut absolument qu'on ait un contrat écrit. Donc il faut savoir que depuis 2016, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés une mutuelle avec une prise en charge minimale, 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Hélène Gazin-Moreau, experte en social. Elle dirige depuis 2016 l'agence L'Effet Paye, qui accompagne les entreprises dans leur mission de gestion de la paye et le suivi du personnel sur l'audit fonctionnel et de l'optimisation de la paye ou encore de la formation en droit social. Déjà, dans un premier temps, Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à toi, Rudy. Bonjour à toi également, Hélène. J'ai souhaité ta participation à Place à l'expert pour nous donner tes conseils, surtout la démarche, les étapes et les obligations pour le dirigeant sur l'embauche de son premier salarié. En effet, il y a des paramètres importants pour le chef d'entreprise et ce dernier doit respecter un certain nombre de formalités d'embauche. Il convient de procéder étape par étape afin d'en oublier aucune, sous peine d'être sanctionné. L'idée, Hélène, c'est comment toi, tu souhaites aborder cet épisode par rapport à cette première embauche. Donc, en effet, vous avez maintenant créé votre entreprise, passé différents obstacles administratifs pour que votre affaire tourne, et on va maintenant passer une nouvelle étape. Vous allez passer d'entrepreneur à patron, c'est-à-dire chef d'entreprise avec la responsabilité d'une équipe. Vous allez donc devoir préparer de nouveau certaines formalités, un contrat de travail à signer. Et donc, on va se détailler un petit peu les étapes avec en première partie les obligations à respecter vis-à-vis de l'administration. D'accord. Et puis, je te propose après qu'on voit les différentes obligations à respecter vis-à-vis du salarié proprement parlé. D'accord, ok, parfait, super. Donc sur cette première étape, au niveau de l'administration, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut les contacter, qu'est-ce qu'il faut leur envoyer, on commence par quoi? Alors, un premier point que je tenais quand même à préciser qui est un petit peu plus rare, mais qu'il faut, je pense, vraiment anticiper dans la première étape, c'est de vérifier si le salarié a bien une autorisation de travail. Alors ça, c'est le cas en fait pour tous les salariés étrangers. Donc c'est vrai que c'est pas la majorité des salariés, mais elle doit se faire bien avant l'embauche, cette vérification. D'accord. Donc vérifier si le salarié fait partie de l'Union européenne ou pas. D'accord. S'il fait partie de l'Union européenne, du coup, on n'a aucun formalisme particulier à faire. La personne va pouvoir travailler dans toute l'Union européenne. Par contre, s'il est hors Union européenne, il faut bien vérifier que la personne a un visa, un titre de séjour, une carte étudiant, enfin tout un tas de documents qui peuvent être différents et qui vont lui permettre de travailler sur notre territoire français. D'accord, ok. Si on a ces documents-là, hormis de les avoir demandés aux futurs salariés, ça suffit pas. Il faut les envoyer à la préfecture pour que eux vérifient qu'on n'est pas sur de faux papiers d'identité. Je comprends. D'accord, il y a une vérification des éléments que le salarié, le potentiel salarié, futur salarié nous envoie, qu'il faut
transmettre à la Exactement. préfecture. Exactement. Et il faut vraiment l'anticiper au moins 48 heures avant l'embauche, l'arrivée du salarié. D'accord. Donc il y a un site maintenant, on gère tout en dématérialisé. Hein, il y a un site qui existe qui rassemble toutes les préfectures, qui permet de faire ce qu'on appelle une saisine administrative, c'est-à-dire qu'on va envoyer les papiers d'identité en fait du salarié. Sur ce site-là, on va leur préciser un petit peu quelle est la date d'embauche et pourquoi c'est. Et voilà, si on n'a pas de réponse sous les 48 heures, c'est que eux ont validé tacitement l'embauche et qu'on est bon. D'accord, ok. Donc 48 heures avant, Voilà. faire cette démarche. Et à partir de là, si pas de réponse, on peut se lancer, quoi. Exactement. Et après, si le salarié n'avait pas de papier, alors là, c'est un petit peu plus compliqué et là, faut vraiment anticiper. Ça nous est arrivé quelques fois, hein, ça existe. Là, il faut faire une demande d'autorisation préalable d'embauche d'un travailleur étranger. Oui. Donc généralement, on est dans des cas de figure comme ça. Je vais te prendre un exemple. Par exemple, tu souhaiterais recruter un cuisinier indien parce que tu as un restaurant indien avec vraiment une cuisine bien particulière et tu ne trouves pas de personnes en France qui vraiment travaillent cette cuisine locale, etc. Tu vois, il faut qu'il y ait... on apporte en fait au dossier et on demande de recruter un salarié étranger parce qu'on ne trouve pas cette main-d'œuvre ou cette compétence, cette particularité en France. Donc là, il y a tout un dossier à monter. D'accord, il faut justifier en fait le profil du salarié, quoi, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et tu justifies ça auprès de qui? Alors, il faut justifier qu'on a mis une annonce sur Pôle emploi et que lors de cette annonce, on a trouvé personne qui correspondait avec les compétences. D'accord. Et après, il faut qu'on monte ce dossier. C'est auprès de l'inspection du travail. D'accord. Auprès de la directe. Ok. Voilà. Et ça, il faut s'y prendre combien de temps en amont? Voilà, faut anticiper d'un bon mois largement. D'accord. Ok, c'est clair. D'accord. Donc voilà, c'était petit aparté. C'est pas la majorité des cas, comme j'ai déjà dit, mais c'est bon de le savoir parce que des fois, on se retrouve souvent sur le fait accompli. Ah mince, vous pouvez pas recruter cette personne. Ah oui, c'est vrai. Puis on a beaucoup de restaurateurs hein, ou aussi dans le BTP qui nous écoutent. Donc ça peut être aussi intéressant pour eux d'avoir ce côté, salarié externe, on va dire, international. Ouais, complètement. Ça arrive, tu fais bien de le préciser, dans le BTP, c'est hyper fréquent qu'on ait de la main-d'œuvre travailleurs étrangers. La plupart du temps, la majorité du temps, ils ont déjà leurs papiers, mais c'est bien de quand même de ne pas oublier l'envoi des papiers à la préfecture pour vérification. Ok, ben j'ai mes papiers, je suis en règle. C'est quoi la suite? J'ai mes papiers, je suis en règle. La première chose à faire, ça va être ce qu'on appelle la déclaration préalable à l'embauche, donc plus généralement appelée DPAE. Elle se fait dans les 8 jours avant l'embauche, donc c'est bien une déclaration préalable à l'embauche. Les gens l'oublient souvent et la font après, mais il faut bien la faire avant l'embauche. D'accord. Elle se fait directement sur le site de l'URSSAF. D'accord. Et là, du coup, on est dans le cadre de l'embauche du premier salarié. Donc, elle va non seulement permettre cette DPAE de déclarer mon salarié et que je sois en règle vis-à-vis de l'administration, mais elle va aussi permettre l'ouverture, en fait, de mon compte URSSAF employeur. Donc, suite à cela, je vais recevoir tout un tas de papiers de l'URSSAF, de Pôle emploi, de la CARSAT, c'est-à-dire la caisse d'assurance et de travail, du régime général de la CPAM. Enfin, elle va permettre l'ouverture de tout un tas de comptes, de la caisse de retraite également, parce que c'est la première que je fais. Voilà. Elle a cette importance-là. En plus des autres, où même si j'ai d'autres salariés après, je referai toujours ma DPAE, donc la déclaration préalable à l'embauche, pour que mon salarié soit déclaré. C'est ça. Et là, en plus, elle permet l'immatriculation en fait de l'entreprise aux différents organismes. D'accord. Ok, c'est très clair. Voilà. Et le dernier petit point par rapport à l'administration en cas de contrôle de l'inspection du travail, il faut que je tienne un registre du personnel. D'accord, c'est-à-dire ? Alors on peut le tenir de façon différente, soit papier, je vais aller acheter dans un magasin spécialisé de bureautique, de fourniture de bureau, un cahier, c'est souvent un cahier avec une page de couverture verte, écrit en gros registre du personnel, soit je peux aussi le tenir de façon numérique. Je sais que nous, le logiciel de paye, par exemple, nous permet de renseigner, de compléter un registre du personnel qui est tout à fait valide aussi. Est-ce qu'il faut un logiciel
spécifique si on souhaite le faire de manière digitalisée, ou est-ce qu'on peut utiliser un simple fichier Excel? Un simple fichier Excel, ça peut très bien aller. Il n'y a pas d'obligation particulière. Par contre, il faut bien respecter toutes les colonnes, on va dire, ou cases qui sont obligatoires. Ah, il y a une nomenclature. Exactement, c'est ça. Exactement. D'accord. Ça, tu l'as où, cette nomenclature? Je tape registre du personnel sur Internet, on le trouve très très facilement. D'accord. Il y a une partie en fait sur l'identité du salarié, donc avec son nom, son prénom, sa date de naissance, tu vois, enfin des données de cet ordre-là. Après, il y a quelques informations sur le poste, sur le nom de l'emploi, sa qualification. Et il y a quelques informations sur le contrat, sur si c'est un CDI, un CDD, la date d'embauche, la date de fin au moment où le salarié quitte l'entreprise. Voilà. Et il va falloir y inscrire tous les salariés, y compris si un jour j'ai des stagiaires, dans l'ordre chronologique. Donc au fil de l'eau que j'ai mes embauches les unes les autres. D'accord, date d'arrivée, ordre chronologique. Ok, c'est très clair. Mais voilà, c'est vrai qu'on parle souvent du registre du personnel papier. Un registre du personnel numérique peut aussi convenir. Le tout, c'est de vraiment avoir la trace et le suivi chronologique de toutes mes embauches. Donc voilà, au niveau administration, on va dire que c'est à petit peu près tout. Après, faudra bien penser que c'est moins lié à l'obligation de l'embauche de mon premier salarié, mais malgré tout, faudra penser à mettre en place de l'affichage obligatoire, par exemple les horaires de travail, les sorties de secours. Enfin bon, après il y a les numéros de téléphone de la médecine du travail, ce genre de choses. Et puis penser aussi à tenir à disposition du salarié la convention collective. Voilà, donc à disposition de manière papier ou de manière digitalisée? De manière papier. Papier, plutôt. D'accord. Ouais. Si le salarié il est en télétravail, comment ça se passe? Bon, c'est que à disposition. Je pourrais lui envoyer s'il faut à ce moment-là. Je pourrais lui envoyer par mail ou je pourrais lui envoyer papier. Après, il peut aussi, le salarié, généralement, même s'il est en télétravail, venir le consulter quand même le jour où il est dans l'entreprise. D'accord. Quelle serait la volonté pour le salarié de consulter ce document? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Ça peut être de consulter une convention collective. Elle fait état des minima de salaire, de la grille de classification, du nombre de jours de congés un petit peu spéciaux qu'il pourrait avoir, de l'indemnisation que le salarié serait susceptible d'avoir dans un cas de maladie ou d'un congé maternité, par exemple. Voilà, ça fait vraiment référence à toutes les règles propres à la branche d'activité de l'entreprise. D'accord. La convention est toujours on va dire, elle est toujours dans une meilleure position que la loi, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Tu vas avoir des conventions collectives qui sont, ce que je vais dire, un petit peu obsolètes, c'est-à-dire que les syndicats ou les branches sont pas très actives et ne remettent pas à jour régulièrement les conventions collectives. Et tu vas en avoir certaines qui sont très actives et qui, plusieurs fois dans l'année, sont retravaillées par les syndicats et évoluent très souvent. D'accord. Mais on a certaines conventions collectives. Et puis après, il peut y avoir aussi des données qui, au niveau code du travail, vont évoluer d'un coup et vont devenir plus favorables que quasiment l'ensemble des conventions collectives. Je te prends un exemple. En 2017, on a eu l'évolution de l'indemnité légale de licenciement et de rupture conventionnelle. Oui. Par la même occasion. Cette indemnité avant, qui était de 1/3 par année d'ancienneté, est passée à 1/4. Donc elle a quand même considérablement augmenté. Et donc elle est devenue plus favorable que quasiment 90% des conventions collectives. Donc sur ce point-là, voilà, les conventions collectives sont maintenant moins favorables les données légales. D'accord, ok, je comprends. Ouais. Ok, très bien. Et donc, sur ces obligations du salarié, ouais. Donc, tu veux qu'on revienne sur les obligations vis-à-vis du salarié? Ouais. Donc, sur les obligations, maintenant, on a vu les obligations un petit peu au niveau administration et les obligations maintenant vis-à-vis du salarié. Donc, tout d'abord, c'est un peu lié à ce qu'on vient de dire sur la convention collective, ça va être le contrat de travail. Et oui. C'est la première chose, du coup, qu'on met en place et qu'on va signer avec le salarié, qui va vraiment officialiser
la mise en, enfin comment dire la relation que je vais avoir avec mon ça. salarié. C'est ça. Et puis là, en plus, il existe pléthore de contrats de travail. Même si on est dans la standardisation avec un CDD, CDI, mais il existe contrat jeune, contrat d'avenir, je crois. Il existe vraiment pléthore de contrats. Ouais. Et donc, une fois que le dirigeant a choisi le contrat, c'est quoi cette approche qu'il faut amener par rapport à... Il faut le faire signer, il y a double exemplaire. Alors déjà, il faut bien y réfléchir en amont, sur quel contrat. Donc là, je vous invite un petit peu à vous rapprocher de votre expert comptable, parce que ça peut être intéressant de faire différentes simulations de salaire pour optimiser un petit peu la paye, pour ne pas oublier de mentions obligatoires sur le contrat de travail, etc. D'accord. C'est quand même hyper important. Par exemple, donc je vais définir, comme tu le disais au tout départ, est-ce qu'il s'agit d'un CDI, d'un CDD, d'un contrat par alternance, etc. Est-ce que ça va s'agir d'un contrat à temps plein ou à temps partiel? Les mentions obligatoires sont pas les mêmes dessus. Bien indiquer le poste, la rémunération, voir est-ce que ma rémunération, justement, on vient de parler de convention collective, elle correspond bien par rapport à la grille minimale obligatoire de ma convention collective. On l'indique en brut ou en net? On l'indique en brut, toujours. Alors, je vais te donner un exemple. On l'indique en brut parce que si, par exemple, la cotisation mutuelle venait à augmenter. Oui. D'accord, j'ai une cotisation, par exemple, mutuelle qui est de 100 € par mois, 50 € pour le salarié, 50 € pour l'employeur. Oui. Elle augmente. En 1er janvier 2022, on passe à 110 €, 55 € par l'employeur, 55 pour le salarié. Si je calcule mon salaire sur le net, ça voudra dire que je vais, moi, employeur, prendre en charge 100% de l'augmentation finalement. Je vais prendre 100% des 10 €. Ah oui, alors que si je calcule si je mets ma référence de salaire par rapport à une référence brute. Voilà, j'aurai bien l'évolution de mes charges sera répartie de façon proportionnelle, comme ça a toujours été le cas pour le salarié et pour l'employeur. Alors que si je maintiens toujours un salaire net, attention aux augmentations des cotisations. Ouais, côté employeur. Ok, ouais, je comprends. Ouais. D'accord. Donc voilà, et puis c'est l'occasion, on n'y pense pas souvent, mais c'est l'occasion, je pense, quand vous échangez avec un expert sur la rédaction des contrats de travail, de ne pas oublier aussi différents articles type comme par exemple un avantage en nature véhicule ou un ordinateur ou la mise en place d'une vidéosurveillance que vous pourriez avoir, différentes frais de déplacement, enfin voilà. Il y a peut-être aussi différentes choses annexes qui sont pas forcément obligatoires, mais qu'il faudra voir dans le contrat de travail. D'accord, donc ça c'est à stipuler et si ça arrive au fil de l'eau, c'est-à-dire par exemple le véhicule en fait n'est pas là quand le salarié signe son premier contrat de travail, mais 6 mois après, on se rend compte qu'il a besoin en fait d'un moyen de locomotion. Il faut faire un avenant. Exactement. Il faudra faire un petit avenant pour venir le rajouter et venir le contractualiser donc ça veut au salarié. Cet avenant fera référence. Il fera référence au contrat initial et on rajoutera un petit article supplémentaire. Ok, donc ça veut dire que dès qu'il y a une modification de son travail, de ses tâches, de sa façon de se déplacer ou autre, il faut à chaque fois faire un avenant? Alors pas obligatoirement, il y a des choses qu'on appelle ne touchent pas aux éléments essentiels de la relation avec mon contrat, avec mon salarié. C'est-à-dire par exemple si je l'augmente, si je touche à son salaire, ça va être plus le bulletin de salaire qui va faire référence finalement que le contrat de travail. D'accord? Donc je suis pas obligée de faire un avenant à mon salarié dès que le salaire évolue. Par contre, si je touche au nombre d'heures ou à la classification, là c'est quand même mieux de faire un contrat de travail, enfin de faire un avenant. Et comme tu l'as dit là, si je rajoute un véhicule ou si j'installe des caméras, là c'est pareil, il faudra quand même passer par un avenant. C'est vraiment des éléments très sensibles et essentiels au contrat de travail. Là. En fait, c'est quoi? C'est le fait que le dirigeant se protège? Exactement, c'est que si à un moment donné il y a un problème sur le véhicule, notamment par rapport à l'utilisation qui en est faite,
ou sur là je parlais vidéosurveillance, mon salarié a fait une faute et à un moment donné je veux utiliser la preuve de la vidéosurveillance. Si en amont j'ai pas fait les avenants qu'il fallait, je risque du coup d'être bloqué sur certaines ce sera pas justifié. Procédures disciplinaires ou autres que je pourrais faire à l'encontre de mon salarié. D'accord, ouais, ça sera pas pris en compte en fait. Exactement. D'accord, ok, c'est très clair. D'accord. Ouais, donc le contrat de travail, c'est pas à prendre à la légère, quoi. Ouais, justement. Alors, je rebondis exactement sur ce que tu viens de dire, Rudy, c'est que le contrat de travail, je voudrais rappeler qu'il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que le contrat de travail écrit en France n'est pas obligatoire. Par contre. D'accord, je sais pas. Ouais. Alors, par contre, du coup, si j'ai pas de contrat de travail, ça veut dire que mon salarié est obligatoirement en CDI à 35 heures. Il a un défaut en fait, d'accord. S'il n'y a pas de contrat de travail écrit, c'est standard, c'est ça. CDI, 35 heures au SMIC. Exactement, c'est que oui, parce que le salarié sera toujours en mesure de prouver qu'il y a quand même une relation contractuelle, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a un lien de subordination, je lui ai donné des missions à faire et à côté de ça, je le paye, il y a des bulletins de salaire ou en tout cas, il y a des mouvements d'argent sur le compte. Donc le salarié pourra prouver qu'il est en relation contractuelle avec l'entreprise. Et donc, par défaut, il sera en CDI à 35 heures au SMIC. Et il faut le rajouter parce que c'est hyper important, il n'y aura pas de période d'essai. Parce que cette période d'essai, elle ne se présume pas. Si elle n'est pas écrite, c'est qu'il n'y en a pas. D'accord, ok. D'accord. Donc, si je veux mettre en place dans mon contrat de travail une période d'essai, je dois la stipuler. Il faut absolument qu'on ait un contrat écrit. D'accord. Et la période d'essai, c'est le délai, en fait, il est défini par rapport à quoi? Certains mettent des moments 1 mois, des moments mettent 15 jours, des moments mettent 3 mois. Est-ce que c'est judicieux de faire des périodes d'essai supérieures à 3 mois? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est légal? Alors, elle est liée à plusieurs choses. Elle est liée d'abord si mon contrat est en CDI et CDD. Ah, d'accord. Les calculs de la période d'essai sont pas les mêmes. Et les standards. Et oui, après c'est quelque chose c'est quelque chose de légal et lié à la convention collective. Il y a les deux à regarder. D'accord. Et ensuite il y aura le statut du salarié, c'est-à-dire que s'il est cadre ou non cadre, voire même parfois certaines conventions collectives font une différence entre le statut ouvrier, employé et cadre. Du coup, les périodes vont être différentes, sachant que forcément, plus un salarié a de responsabilités, plus l'entreprise prend un risque quelque part à s'engager avec cette personne-là, et plus la période d'essai est longue. Ça s'appelle quoi, longue? Tu pourras trouver parfois des périodes d'essai qui sont de jusqu'à 4 mois, renouvelables une fois. Donc ça veut dire qu'on va être sur des périodes d'essai pouvant aller jusqu'à 8 mois. D'accord, ok. Ok, c'est très clair. Travail, vraiment un gros pavé quand même sur lequel il faut prendre le temps de s'y attarder et de bien y réfléchir en amont. Après, la seconde chose vis-à-vis de mon salarié qu'il va falloir que je fasse, c'est prendre contact avec la médecine du travail. Alors là, pareil, on est toujours dans l'embauche de mon premier salarié, donc ça veut dire que jusqu'à présent, la médecine du travail, je m'en étais pas occupée. Donc là, il va falloir que j'ouvre un dossier, donc que je contacte la médecine du travail, que je demande une première affiliation, d'accord? C'est pas automatique avec la déclaration préalable à l'embauche qu'on a donnée tout à l'heure auprès de l'URSSAF. Il faut vraiment contacter la médecine du travail et remplir un petit dossier d'affiliation. Généralement, il y en a certains qui font même payer une petite cotisation, un petit droit d'entrée, on va dire, à la médecine du travail. Et ensuite, je vais pouvoir du coup inscrire mon salarié. Il va falloir comme ça qu'il passe une visite. Alors maintenant, on appelle ça une visite d'information et de prévention, parce que c'est très rare que le salarié rencontre le médecin du travail. Maintenant, généralement, il voit juste une infirmière qui lui pose quelques questions et qui l'informe sur les risques, etc., qu'il peut avoir dans son travail. Et cette visite, donc on appelle ça la VIP, visite d'information et de prévention, elle doit être faite dans les 3 mois qui suivent l'embauche. D'accord, 3 mois qui suivent l'embauche. Ok. Donc il faut prendre un rendez-vous. Alors, sauf après, je vais pouvoir avoir quelques petites dérogations. Si mon salarié était au préalable dans le même type de poste,
et qu'il a déjà passé cette visite à la même médecine du travail, qu'il va y avoir un suivi par la médecine du travail. À ce moment-là, je suis pas obligée de lui refaire. D'accord, je comprends. Mais s'il arrive d'un autre département, qu'on n'était pas dans la même médecine du travail, qu'on est sur des postes différents, etc., il va falloir qu'il refasse cette visite d'information et de prévention. D'accord, ok. Si jamais l'employeur ne le fait pas, c'est quoi les sanctions qu'il y a derrière? Il peut y avoir des sanctions prud'homales vis-à-vis du salarié. Enfin, le risque, c'est surtout qu'à un moment donné, si le salarié a un accident du travail, il doit y avoir un suivi par le médecin du travail ou que le salarié souhaite lui demander en fait une visite, parce que un salarié à tout moment est en droit de pouvoir demander une visite auprès du médecin du travail. Du coup, il ne pourra pas le faire. Et là, on peut imaginer qu'il subisse un préjudice ou quelque chose s'il n'est pas en mesure de pouvoir prendre librement ce rendez-vous à la médecine du travail. Ok, je comprends. Ok, super. Après, dans une autre étape, donc toujours pareil, on est dans l'idée qu'il n'y avait rien d'ouvert, il va falloir ouvrir un contrat auprès de la mutuelle et de la prévoyance, donc qui peuvent être deux organismes totalement différents. Oui. Donc, il faut savoir que depuis 2016, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés une mutuelle avec une prise en charge minimale, 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié. D'accord, 50-50. Donc, ils ont obligation de leur proposer une mutuelle. D'accord. Ouais, il y a obligation de proposer une mutuelle. Après, il existe différents cas de dispense. Par exemple, si mon salarié est présent qu'en CDD de moins de 3 mois, je vais pouvoir le dispenser d'être affilié à cette mutuelle. Ou alors, s'il est rattaché avec son conjoint à une mutuelle déjà d'entreprise obligatoire par le conjoint, voilà, il faudra regarder un petit peu plus spécifiquement, mais il pourra peut-être être dispensé aussi. D'accord, je comprends. Mais moi, en tout cas, en tant qu'employeur, ça ne me dispense pas de lui proposer. Voilà, il y a vraiment cette obligation de lui proposer la mutuelle, de l'affilier et de vérifier vraiment que mon salarié est couvert. D'accord. Le salarié, après, peut refuser et dire « je prends ma propre mutuelle parce qu'il y a plus de garanties par rapport à celle que l'entreprise me propose ». Malheureusement, non. Malheureusement, non, il ne devrait pas pouvoir y échapper. Il va falloir que si effectivement cette mutuelle est pas hyper intéressante en termes de garantie, etc., il devra cotiser à 2 mutuelles, ce qui effectivement, je te l'accorde, est parfois aberrant, mais on a cette obligation d'assurer le salarié. D'accord, ok, je comprends. Ok, un point important à prendre. Et au niveau de la prévoyance, comment ça marche? Donc pareil, alors elle n'est pas toujours, elle, par contre, obligatoire. D'accord. Ça va être, d'une part, en fonction de la convention collective. Il y a certaines conventions collectives qui n'obligent aucune obligation, d'accord, par-dessus, où on a un petit peu un vide au niveau de la convention collective là-dessus. Et on a certaines, par exemple la convention Syntec, bureau d'études, où là, la prévoyance est obligatoire. D'accord ? Et après, ça va aussi être en fonction du statut du salarié. C'est-à-dire que pour les statuts non cadres, si c'est pas obligatoire dans la convention collective, je ne vais pas être obligée de les assurer. Par contre, si j'ai un salarié cadre, quoi qu'il arrive, convention ou pas convention collective, le cadre, il va y avoir une couverture obligatoire à avoir. D'accord. Ok, en fonction du statut, l'obligation ou pas d'être rattaché à la prévoyance. Voilà. Généralement, ce sont des prévoyances qui couvrent les salariés en cas sur leurs heures de travail, en cas d'accident de travail, en cas d'invalidité ou de décès, et il peut y avoir des couvertures aussi supplémentaires dans le cadre de maladies non professionnelles. D'accord. Ok, très clair. Ça marche. Une fois qu'on a passé la prévoyance. Donc une fois que j'ai fait toutes ces étapes-là, la dernière chose qu'il va me falloir programmer, alors là c'est vraiment plus à long terme, dans le cadre des 2 années à suivre, ça va être que je pense quand même à l'entretien professionnel. Donc là c'est un entretien à faire avec le salarié. C'est un petit point de bilan, oui, un petit point d'étape pour
refaire le point sur la carrière, sur les formations qu'il a pu avoir ou ne pas avoir, sur l'augmentation de salaire, mais aussi le bien-être du salarié dans l'entreprise, ses souhaits d'évolution ou pas, etc. Enfin voilà, un petit point d'étape qui maintenant est obligatoire tous les 2 ans. Ouais, je le valide. Justement, dans l'actualité du mois, on aborde avec Céline et aussi maintenant avec Aline, dans la partie booster la productivité plutôt de vos salariés, de vos collaborateurs. Un point essentiel justement est sur l'entretien en fait de fin d'année ou l'entretien annuel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Et il donne pas mal d'astuces et pas mal de conseils. Donc, je vous invite, voilà, une petite parenthèse que je fais dans cet épisode, mais à y jeter un petit œil parce que ça peut vous donner une méthode, une organisation pour suivre eh bien vos prochains entretiens. Voilà, petite parenthèse fermée. Ok, super. Donc si je fais un petit récap, Hélène, donc au niveau du salarié, on fait le contrat de travail, donc bien valider le type de contrat en fait qu'on va signer entre l'employeur et l'employé. Ouais, c'est ça. Hein. S'il n'y a pas de contrat, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas de contrat, ben, automatiquement, c'est un CDI 35 heures et au SMIC. Voilà, faut savoir en fait qu'il n'est pas obligatoire. C'est pas parce que je l'ai pas fait que finalement j'ai fait une erreur quelque part. Hein. D'accord. Il n'est pas obligatoire, mais si je l'ai pas, c'est très clair. C'est voilà. 35 heures, CDI, ensuite, il y a la visite et surtout pas de période d'essai, quoi. C'est ça, ouais. Ensuite, il y a la visite médicale, donc du travail. Il y a la mutuelle, la prévoyance et l'entretien professionnel. Ok, super. Si tu aurais le dernier mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme peut-être petit conseil ? L'anticipation. Vraiment, mon petit conseil, ça va être essayer d'anticiper parce que en tant que nous, experts, alors je parle expert comptable, expert en social, pour pouvoir vous accompagner au mieux en fait en tant que chef d'entreprise et pouvoir faire différentes simulations par rapport à la rémunération, par rapport au contrat, par rapport aux déclarations d'embauche à vous faire, etc. Ça va être de pas être dans l'urgence et d'essayer d'anticiper au maximum votre prochain recrutement. Voilà. Ok, super. Impeccable. Merci beaucoup Hélène pour tes conseils et tes astuces. Merci beaucoup Rudy pour l'invitation. Ouais, avec plaisir. Oui. Puis on se dit à très bientôt pour la suite. Je pense qu'on a vu dans le social, on pourra en faire plusieurs d'épisodes et je pense que ça serait avec grand plaisir de te recevoir dans quelques temps. Je te souhaite une bonne journée et puis merci. À bientôt. Cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain François Michalon, expert en force mentale et du comportement. Découvrez sa méthode pour apprendre à gérer notre charge mentale et à prendre de la hauteur en tant que dirigeant. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye!